Alors bonjour à tous, je suis Manon Defallois, donc juriste au service de la santé. Je suis accompagnée aujourd'hui de Véronique Cabanès, qui est assistante au service de la santé. Nous allons vous parler de la protection des données de santé. Donc cette présentation va être articulée autour de 8 points qu'on va vous exposer successivement. On va tout d'abord vous présenter le droit applicable à la protection des données. Donc les principaux textes applicables en matière de protection des données. Donc, le principal texte applicable, c'est le fameux RGPD, Règlement général sur la protection des données, qui est entré en vigueur le 25 mai 2018. On a également la loi du 6 janvier 78 modifiée, donc la fameuse loi informatique et liberté et son décret d'application, donc le décret informatique et liberté. Et on a également deux lois spécifiques, notamment au traitement de données du SNDS, donc la loi du 26 janvier 2016 et la loi du 24 juillet 2019 qui a élargi le périmètre du SNDS. Et enfin, on a des dispositions aussi spécifiques dans le code pénal, dans le code de la santé publique, dans le code civil et également dans le code de la sécurité sociale. Je vais désormais laisser la parole à Véronique qui va vous présenter la CNIL. Alors, pour vous la présenter brièvement, on a choisi des chiffres qui sont assez parlants. Et d'abord, la mission principale, c'est informer et protéger. C'est important qu'on vous expose en premier cette mission, puisque la CNIL n'est pas là que pour taper sur les doigts. Voilà. Donc, d'abord, informer et protéger. Donc, les chiffres ne sont peut-être pas exactement à jour à la minute où je vous parle, mais voilà, globalement, vous les verrez vous-même, beaucoup d'appels, des requêtes qui sont directement renseignées sur notre plateforme Besoin d'aide, un nombre de visiteurs sur le site internet qui est de plus en plus important, des plaintes en constante augmentation, des demandes de droit d'accès indirect et des vérifications. Deuxième mission de la CNIL, accompagner et conseiller. Donc, vous savez qu'il y a un service dédié pour les délégués à la protection des données. Ça, ce sont les textes, les autorisations qu'on a produites, des délibérations, des avis sur des projets de texte. En tout, ça fait 4124 décisions. Et enfin, contrôler et sanctionner. Donc, beaucoup de contrôles et des contrôles sur place, des contrôles en ligne, des contrôles sur pièces. Ça, c'est récent, les contrôles en ligne et les contrôles sur pièces. Des mises en demeure, des sanctions. Et comme vous savez peut-être, on peut ou pas décider qu'elles soient publiques. Donc, on décide si elles le sont ou pas. Donc, je pense que tout le monde a entendu parler d'une sanction qui a été publique et qui concerne une grosse entreprise qui commence par un G. Enfin, une mission qui est un petit peu plus tournée vers l'anticipation, l'innovation. Donc, c'est pour étudier, voir ce qui se passe au niveau des technologies dans notre société actuelle, voir quel est l'impact par rapport à la protection des données à caractère personnel. Donc, ce sont beaucoup de publications. Vous les retrouverez tout sur notre site internet. Donc, je vais maintenant vous présenter les différentes notions. Donc déjà, par exemple, qu'est-ce qu'une donnée à caractère personnel? Donc, une donnée à caractère personnel, ça va être toute information qui se rapporte à une personne physique identifiée ou identifiable directement ou indirectement. Donc, on peut avoir des données directement identifiantes comme les noms et prénoms, des données indirectement identifiantes comme le numéro de sécurité sociale ou des recoupements d'informations anonymes. Un traitement, ça va être toute opération qui porte sur des données personnelles, quel que soit le procédé utilisé. Donc, il peut s'agir par exemple d'un enregistrement, d'une conservation, d'une modification, d'une transmission, etc., etc. Donc, la notion de traitement est relativement large. Quand on parle de réglementation applicable en matière de protection des données, il faut bien avoir à l'esprit la distinction qu'il convient d'opérer entre les données pseudonymisées et les données anonymisées. Parce que si les données pseudonymisées demeurent soumises
au RGPD et à la loi informatique et liberté, parce que ce sont des données à caractère personnel. Il en va différemment des données anonymisées qui ne sont plus soumises à cette réglementation. La pseudonymisation est définie dans le RGPD comme le traitement de données à caractère personnel de telle façon que celle-ci ne puisse plus être attribuée à une personne concernée précise sans avoir recours à des informations supplémentaires, pour autant que ces informations supplémentaires soient conservées séparément et soumises à des mesures techniques et organisationnelles pour garantir que les données à caractère personnel ne sont pas attribuées à une personne physique identifiée ou identifiable. Donc effectivement, c'est une définition un petit peu difficile à appréhender, mais en pratique, on retrouve très régulièrement dans les projets de recherche des données pseudonymisées avec une base de données de l'étude qui ne comprend pas les noms et prénoms des participants, et donc qui sont codés, et séparément la conservation d'une table de correspondance qui fait le lien entre l'identité codée ou le numéro d'ordre qui est attribué aux participants et ces données nominatives. Donc effectivement, quand on parle de données pseudonymisées ou de données codées, ça reste des données à caractère personnel. A contrario, une donnée anonyme n'est plus une donnée à caractère personnel et n'est donc pas soumise au RGPD. Mais qu'est-ce qu'une donnée anonyme? Alors, pour nous aider à déterminer ce qu'est une donnée anonyme, on peut se référer aux critères dégagés par le G29 dans un avis de 2014. Et donc, le G29, dans cet avis, a dégagé 3 critères pour évaluer une bonne solution d'anonymisation. On a le critère de l'individualisation. Est-ce qu'il est toujours possible d'isoler un individu? La corrélation. Est-ce qu'il est toujours possible de relier entre eux des ensembles de données distincts concernant un même individu? Et enfin, l'inférence. Est-ce qu'il est possible de déduire de l'information sur un individu? Et donc, dès lors qu'on est confronté à un ensemble de données pour lesquelles il n'est possible ni d'individualiser, ni de corréler, ni d'inférer, on est face à un ensemble de données anonymes, enfin a priori anonymes. Par contre, dès lors que l'un de ces 3 critères n'est pas respecté, il faudra réaliser une analyse détaillée des risques de réidentification pour pouvoir, le cas échéant, considérer que ce jeu de données est anonyme. Donc, il faut vraiment bien avoir à l'esprit cette distinction entre données pseudonymisées, qui sont des données à caractère personnel, et les données anonymes. Enfin, s'agissant des notions, il faut bien avoir à l'esprit la distinction entre la responsabilité de traitement et la sous-traitance. La responsabilité de traitement, c'est, et donc le responsable de traitement, ça va être la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou tout autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, va déterminer les finalités et les moyens du traitement. Les finalités du traitement, c'est l'objectif du traitement, en d'autres termes, le pourquoi du traitement. Les moyens du traitement, ça va être la façon, le comment du traitement, c'est-à-dire la façon dont vous voulez parvenir à cet objectif poursuivi. En règle générale, dans le secteur privé, le responsable de traitement, ça va être la société qui est représentée par son directeur, et dans le secteur public, ça va être l'hôpital représenté par son directeur. Donc, le responsable de traitement, c'est celui qui détermine le pourquoi et le comment du traitement, donc la finalité et les moyens. Le sous-traitant, à contrario, c'est celui qui va traiter les données à caractère personnel pour le compte du responsable de traitement. Donc, il va agir sur instruction documentée du responsable de traitement et sous son autorité. Donc, il faut vraiment bien avoir à l'esprit cette distinction entre le responsable de traitement et le sous-traitant, parce que, par exemple, en matière de recherche dans le domaine de la santé, c'est le responsable de traitement qui réalise la formalité auprès de la CNIL et non pas le sous-traitant. Je vais maintenant laisser la parole à Véronique sur l'application du RGPD. Application du RGPD. Alors, pour entrer dans le champ d'application de ce fameux RGPD, il faut d'abord, ça paraît logique, mais ça va toujours mieux en disant, un traitement de données à caractère personnel. Ce traitement de données à caractère personnel, il peut être effectué par un responsable de traitement ou par un sous-traitant. Manon vient de vous expliquer la différence entre les deux, mais le responsable de traitement, tout comme le sous-traitant, sont concernés par le règlement général sur la protection des données. Ce responsable de traitement ou ce sous-traitant doivent être établis sur le territoire de l'Union européenne, donc le critère d'établissement, ou
le traitement concerné doit viser des personnes qui se situent sur le territoire de l'Union européenne. Donc, c'est bien un « ou », c'est pas un « et ». Donc, ça peut être les deux, mais s'il y a l'un ou l'autre, on rentre dans le champ d'application du RGPD. Oups, on est allé un peu vite. Alors, qui est concerné par le RGPD? On vient de le voir, le responsable de traitement et le sous-traitant, et le secteur public comme le secteur privé. Donc, je vais maintenant vous parler des règles d'or de la protection des données. Donc, ces règles d'or vont s'appliquer dès lors que vous traitez des données à caractère personnel, qu'il s'agisse par exemple, des données directement identifiantes ou, par exemple, de données de santé. Donc, le premier principe, c'est le principe de licéité du traitement, de loyauté et de transparence. Le principe de licéité du traitement signifie que votre traitement doit avoir une base légale en toutes circonstances. Par ailleurs, il doit être loyal vis-à-vis des personnes concernées, il doit être transparent, ce qui renvoie à la nécessité d'informer les personnes concernées et de permettre un exercice effectif de leurs droits. Deuxième principe clé, la finalité de votre traitement, donc l'objectif que vous poursuivez doit être suffisamment déterminé, explicite, et par ailleurs, il doit être légitime. C'est-à-dire que si vous traitez de données à caractère personnel, il faut préalablement déterminer pourquoi vous souhaitez les traiter, et il faut que cette finalité soit présente ces trois caractéristiques. Ensuite, troisième principe clé, c'est le principe de minimisation des données. En d'autres termes, vous ne devez collecter que les données qui sont strictement nécessaires à l'objectif que vous poursuivez, à la finalité de votre traitement. Et donc, dès lors que vous souhaitez collecter certaines données, il va falloir, par exemple, dans le cadre d'un projet de recherche, justifier scientifiquement la raison pour laquelle, je ne sais pas, par exemple, vous souhaitez collecter l'origine ethnique des personnes concernées. Quatrième principe clé, c'est le principe d'exactitude des données collectées. C'est-à-dire que vous ne devez collecter que des données exactes, et si elles doivent être rectifiées, vous devez permettre qu'elles soient rectifiées. Cinquième principe clé, vous devez prévoir une durée de conservation limitée des données à caractère personnel. Donc, cette durée de conservation doit être appréciée en fonction de l'objectif poursuivi par le traitement. Sixième principe clé, donc les principes d'intégrité, de confidentialité et de disponibilité. Alors, le principe de confidentialité, c'est le fait d'empêcher toute personne non autorisée à accéder aux données. Le principe d'intégrité, c'est le fait d'empêcher toute personne qui serait non autorisée à modifier les données. Et enfin, le principe de disponibilité, c'est faire en sorte que les données soient toujours disponibles lorsqu'on en a besoin. Ensuite, dernier principe clé, c'est le respect des droits des personnes, qui rejoint le principe de transparence, qui est le premier principe que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut prévoir des modalités pour permettre aux personnes concernées d'exercer leurs droits. Sur ce dernier point, on vous a rappelé les différents droits des personnes concernées. Et donc, le premier droit qui chapeaute en quelque sorte les autres, c'est le droit à la transparence du traitement, qui rejoint le droit à l'information, le droit d'accès, le droit de rectification, le droit d'opposition, le droit à l'effacement, le droit à la limitation, le droit à la portabilité des données et des dispositions spécifiques en cas de décision individuelle automatisée. Alors, bien entendu, il y a un certain nombre de droits qui sont consacrés par le RGPD, et ces droits sont, dans certains cas, par exemple, notamment selon la base légale du traitement qui est retenue, ces droits peuvent, dans certains cas, être temporisés. Je vais maintenant laisser la parole à Véronique sur les grands principes en matière de protection des données de santé. Alors, on va bien rentrer dans le vif du sujet. Alors, qu'est-ce qu'une donnée de santé? Grande question. Alors, si on prend la définition littérale du règlement européen, c'est une donnée relative à la santé physique ou mentale, passée, présente ou future, d'une personne physique, et donc données qui révèlent des informations sur l'état de santé de cette personne. Une donnée de santé peut être une donnée de santé par nature.
c'est le plus simple, ça va être le résultat de votre test PCR. Une donnée de santé par combinaison. Je prends le poids d'une personne. Tout seul, c'est pas une donnée de santé. Par contre, si je lui associe la taille, qui toute seule n'est pas une donnée de santé, on peut assez facilement en déduire qu'une personne, par exemple, souffre d'obésité ou d'anorexie, si on combine le poids, la taille. Une donnée de santé peut être une donnée de santé par destination. Si je prends une photographie, par exemple, du visage, du nez ou de la bouche, en soi, c'est pas une donnée de santé. Par contre, si cette photo a vocation à être utilisée par un chirurgien pour une intervention pour faire de la chirurgie esthétique, cette photographie devient une donnée de santé. Alors, quelques exemples d'un traitement de données à caractère personnel qui contient des données de santé. Je ne vais peut-être pas vous les détailler, mais voilà, une chose aussi simple que le dossier patient dans un centre hospitalier ou chez votre médecin en libéral. Un dispositif de télémédecine, de la téléexpertise, de la télécardiologie, des dispositifs de télésurveillance médicale. Des bases de données qui contiennent des échantillons pour être utilisés dans le cadre de projets de recherche. On en parlera un petit peu plus tard, mais vous avez aussi des entrepôts de données de santé et bien sûr des bases de données qui sont utilisées pour des projets de recherche dans le domaine de la santé. Alors, le secteur de la santé, ça concerne beaucoup de monde. Ça va concerner les professionnels de santé qui exercent en libéral, que ce soit des professionnels de santé ou des professionnels du domaine paramédical, donc les orthophonistes, les psychomotriciens ou autres, l'établissement de santé, public ou privé, des fabricants de dispositifs médicaux, votre pharmacien d'officine, le laboratoire de biologie, enfin d'analyse médicale. Également, dans le secteur de l'entreprise, le service de santé au travail. Il y a aussi tout ce qui est laboratoire pharmaceutique. Donc, c'est pour ça qu'on a mis un « etc ». Alors, il y a un principe, et ce serait trop simple s'il n'y avait qu'un principe, mais de base, il est interdit de traiter une donnée relative à la santé des personnes. Ça vous est rappelé dans le RGPD et dans la loi informatique et liberté. Il y a le principe et il y a l'exception. On ne peut pas traiter sauf si. Et là, l'article 9 du RGPD vous liste les exceptions. Donc, je ne peux pas traiter de données de santé sauf si j'ai le consentement explicite des personnes concernées. Sauf si j'ai des obligations légales en ce qui concerne le droit du travail, la protection sociale, la sécurité sociale. Sauf si il en va de la sauvegarde des intérêts vitaux des personnes. Sauf si le traitement est mis en œuvre par une association ou un autre organisme à but non lucratif. Sauf si cette donnée est rendue publique par la personne elle-même pour constater ou faire valoir un droit en justice, pour des motifs d'intérêt public importants, dans le cadre de la médecine, de diagnostic médical. Là, on comprend assez facilement que un médecin peut difficilement ne pas traiter de la donnée de santé.
motif d'intérêt public dans le domaine de la santé et bien sûr pour effectuer de la recherche. Donc en fait, les exemples les plus probants sont ceux qu'on vous a encadrés en bleu, c'est ceux qu'on rencontre le plus fréquemment. Les autres, c'est beaucoup moins fréquent. Donc je ne peux pas traiter de la donnée de santé, sauf si je relève de ces exceptions, qui sont donc listées à l'article 9 du RGPD et qui sont repris dans la loi informatique et liberté. Alors, dans notre loi informatique et liberté, les textes, les articles qui nous concernent sont à la section 3, qui concerne les traitements de données à caractère personnel dans le domaine de la santé. Dans cette section 3, on a 2 sous-sections. Une section qui concerne des dispositions générales, donc tous les traitements de données à caractère personnel avec données de santé, et une sous-section 2 qui concerne plus spécifiquement les traitements qui sont mis en œuvre à des fins de recherche, d'études ou d'évaluation dans le domaine de la santé. Et donc là, c'est pareil, il y a des exceptions, sinon c'est trop simple. Alors, les traitements qui sont mis en œuvre à des fins de médecine préventive, diagnostics médicaux, administration de soins, gestion d'un service de santé, on sort de l'application de cette section 3. Donc, on est hors du régime de l'autorisation. Le consentement explicite. On retrouve ce consentement aussi pour exception pour traiter de la donnée de santé. Sauvegarde des intérêts vitaux de la personne. Pareil, les traitements mis en œuvre par une association, les données rendues publiques, constatation, exercice ou défense d'un droit en justice, les études conduites à partir de données recueillies lors du suivi médical ou individuel de la personne. C'est ce qu'on appelle les études internes. On dit aussi études monocentriques. C'est le centre hospitalier qui va mettre en place une étude à partir des données des patients qui sont pris en charge dans ce service, dans cet hôpital. Les traitements mis en œuvre pour l'exercice de leur mission par les organismes chargés de la gestion d'un régime de base d'assurance maladie, la prise en charge des prestations par les organismes d'assurance maladie complémentaires. Donc la sécurité sociale, la mutuelle, rentre aussi dans ces exceptions. Les médecins responsables de l'information médicale dans les établissements de santé, ils exercent leur mission. Donc pareil, ils sortent de l'autorisation. Les traitements effectués par les ARS, agences régionales de santé, et par l'État, concernant les activités des établissements de santé. Et enfin, les traitements mis en œuvre par l'État aux fins de conception, de suivi, évaluation des politiques publiques dans le domaine de la santé, en fait, les traitements statistiques. Alors, une petite checklist très importante. Et là, ce qui est intéressant, c'est de bien respecter, quand vous mettez en œuvre un traitement de données à caractère personnel dans lequel il y aura des données de santé, de vous poser toute cette question-là dans l'ordre. C'est très important. D'abord, est-ce que le traitement dont j'envisage la mise en œuvre a un objectif bien précis? Est-ce qu'il y a une finalité? Les règles d'or dont vous a parlé Manon tout à l'heure, est-ce que mon objectif, mon traitement, est-ce qu'il y a une finalité déterminée, explicite, légitime? Une fois qu'on a répondu à cette question-là, est-ce que j'ai une base légale? Parce qu'on ne peut pas mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel sans qu'il y ait une base légale. Ensuite, j'ai de la donnée de santé. Donc, le principe, c'est que c'est interdit, mais est-ce que je vais pouvoir déroger à ce principe d'interdiction? Qu'est-ce que je choisis comme exception? Ensuite, on retrouve nos règles d'or. Est-ce que les données que j'ai choisi de collecter, elles sont adéquates, pertinentes, nécessaires? Est-ce que je les ai minimisées? Est-ce que je collecte uniquement les données dont j'ai strictement besoin? Est-ce que mes données, elles sont exactes, mises à jour? Comment je peux faire pour
bien respecter l'exactitude, la mise à jour de mes données. Ensuite, information. Est-ce que le patient ou la personne concernée, plus globalement, est informé du recueil des données qui la concernent et est-ce que cette personne peut exercer ses droits sans difficulté? Et est-ce que je l'informe, cette personne, des modalités d'exercice de ses droits? Est-ce que j'ai défini une durée de conservation pour mes données? Et est-ce que cette durée de conservation est adaptée à la finalité du traitement? Une durée de conservation, elle doit être justifiée. Si je dis 5 ans, il y a une raison. Si je dis 25 ans, il faut qu'il y ait une raison. Est-ce que j'ai fait attention aux mesures de sécurité que je vais mettre en place pour garantir l'intégrité, la confidentialité de mes données? Enfin, attention, parce que le réflexe, quand on fait un traitement de données à caractère personnel avec des données de santé, c'est de se dire « Oh, attention, données de santé, je fais une demande d'autorisation ». Eh ben non, pas forcément. Donc, est-ce que je rentre dans le périmètre de la demande d'autorisation ou pas? Et si je souhaite mener un projet de recherche, étude, évaluation dans le domaine de la santé, je commence par qualifier mon étude. Est-ce qu'on est sur une étude impliquant la personne humaine ou sur une étude n'impliquant pas la personne humaine? Les formalités ne seront pas les mêmes. Et ensuite, est-ce que je peux mettre en œuvre ce traitement de données à caractère personnel conformément à un référentiel, à une méthodologie que la CNIL aurait adoptée? Pour ça, je vais vérifier sur le site internet. Et donc, la formalité, ça sera simplement de faire un engagement de conformité à ce référentiel homologué par la CNIL. Si pour mon traitement de données que j'envisage de mettre en œuvre, il y a un partage de données, je m'assure que le patient est informé de ce partage et qu'il a donc donné son accord pour cet échange. Est-ce que ce partage de données, il intervient dans le cadre de l'équipe de soins ou en dehors de l'équipe de soins? Est-ce que ce partage de données, cet échange de données est licite? Bien entendu. Est-ce que les personnes qui sont amenées à accéder aux données de santé du patient sont bien autorisées à le faire? Et est-ce que j'ai mis en place une procédure de gestion des habilitations et des accès pour vérifier qui accède aux données, quand, comment, pourquoi? Si cet échange de données intervient entre des professionnels de santé, est-ce qu'ils ont utilisé la messagerie sécurisée pour échanger entre eux? Alors, je vais maintenant vous parler de la détermination de la formalité applicable. Donc, il faut savoir qu'il existe deux types de formalités pour les traitements de données de santé. Il y a tout ce qui relève de la demande d'autorisation, donc pour les traitements qui présentent une finalité d'intérêt public, par exemple les entrepôts, ou pour les traitements qui sont réalisés à des fins de recherche, d'études ou d'évaluation dans le domaine de la santé. Donc, ces traitements-là sont soumis à la réalisation d'une formalité. Donc, le principe, c'est la conformité à un référentiel. Donc, par exemple, en matière de recherche dans le domaine de la santé, ça va être les méthodologies de référence. L'exception, c'est-à-dire qu'en cas de non-conformité à ce référentiel, c'est le dépôt d'une demande d'autorisation auprès de la CNIL. Donc, on a ce régime de formalité préalable pour un certain nombre de traitements, notamment les recherches dans le domaine de la santé. Et on a également des demandes d'avis qui peuvent nous être transmises par, la plupart du temps, par le ministère, sur, par exemple, des projets de texte, donc des projets de loi, des projets de décret ou des projets d'arrêté. Alors, on vous a préparé un petit tableau qui récapitule les démarches à effectuer. Donc, si vous sortez du cadre de la section 3, comme vous l'a présenté Véronique, donc par exemple, si vous souhaitez réaliser une recherche interne, ou par exemple, si vous souhaitez constituer un entrepôt de données de santé avec le consentement express de toutes les personnes concernées, il n'y a pas besoin de réaliser de formalité vis-à-vis de la CNIL.
En contrepartie, vous devrez bien entendu inscrire votre traitement dans votre registre. Vous devrez aussi documenter sa conformité dans le registre et également, lorsque cela est nécessaire, dans l'analyse d'impact. Et vous pourrez enfin vous appuyer sur des référentiels sectoriels pour vous mettre en conformité. Donc ça, c'est vraiment le cas où vous souhaitez mettre en œuvre un traitement qui ne relève pas de la section 3 qui vous a été présentée par Véronique. A contrario, si votre traitement relève de la section 3, comme je vous le disais tout à l'heure, le principe normalement c'est la conformité à un référentiel. Donc par exemple les méthodologies de référence en matière de recherche ou le référentiel vigilance sanitaire et prochainement le référentiel entrepôt. Et l'exception, donc si vous n'êtes pas conforme à un référentiel, c'est le dépôt d'une demande d'autorisation auprès de la CNIL. Sachant que, petite parenthèse, si vous voulez faciliter l'instruction de votre dossier auprès de la CNIL, il est vivement recommandé de bien mettre en exergue dans votre dossier en quoi votre traitement, enfin, les points de disconformité de votre traitement par rapport au référentiel qui serait applicable. Vous devrez bien entendu inscrire votre traitement dans votre registre. Vous devrez également documenter sa conformité et respecter le cas échéant le référentiel si vous avez procédé à une déclaration de conformité à un référentiel et que votre traitement est conforme à ce référentiel. On a une fiche sur notre site internet qu'on vous a mise à la fin de la slide et qui récapitule les formalités pour les traitements de données de santé à caractère personnel. Ensuite, on vous a mis quelques exemples, mais leur tourne de mise en œuvre du RGPD dans la pratique, donc notamment pour la tenue des dossiers médicaux, pour la mise en œuvre pour la constitution d'entrepôts de données de santé, et enfin, un petit exemple en matière de recherche dans le domaine de la santé. Je vais maintenant laisser la parole à Véronique, qui va vous récapituler les outils qui sont à votre disposition pour vous aider à vous mettre en conformité, mais également aussi à appréhender la réglementation en matière de protection des données à caractère personnel. Alors, on a un site internet qui est très, très riche. Donc, il ne faut pas hésiter à le consulter le plus souvent possible, à bien farfouiller. Vous avez des formations en ligne, donc le fameux MOOC. Vous avez des fiches thématiques, il y a des guides. Alors, il y a notamment le guide pratique sur la protection des données personnelles en matière de santé. Vous avez un guide sécurité que je vous invite à consulter. Il y a une rubrique qui s'appelle « Besoin d'aide » où vous allez tomber sur une foire aux questions. En fonction de votre cas, on va vous orienter sur certaines questions et si vous ne trouvez pas la réponse à votre question, vous pouvez envoyer un mail avec un champ libre pour poser votre question. Et il ne faut pas hésiter non plus à faire remonter vos questions auprès des délégués à la protection des données ou dans votre réseau sectoriel, vos fédérations, vos différents homologues. Plus les questions sont centralisées et remontées, plus on peut, en y répondant, toucher le maximum de personnes. Donc, comme je vous le disais, des fiches, des guides, la rubrique besoin d'aide. Et sinon, en termes de logiciel, si vous devez réaliser une analyse d'impact sur la protection des données, nous avons un logiciel que vous pouvez installer, qu'on a créé. Pour la tenue du registre, on a des exemples de registres avec des fiches, comment vous remplir vos fiches dans votre registre. Et sinon, tout récemment, une charte d'accompagnement des professionnels qui vient de sortir. Alors là, un petit peu plus compliqué, mais vous avez aussi les lignes directrices
de la CNIL et du CEPD, donc les homologues des CNIL européennes. Alors ça, ce sont les guides qui vont plus spécifiquement concerner le secteur de la santé. Donc, tout ce qui est durée de conservation. Alors, peut-être que ça va me permettre de répondre en même temps à une question que j'ai vue passer sur la durée de conservation. La durée de conservation, non, ne peut pas être arbitraire s'il n'existe pas de réglementation. Et justement, c'est ce qu'on explique un petit peu dans ces référentiels. Durée de conservation, il y en a un qui concerne la santé hors recherche et un qui concerne le secteur de la recherche. La plupart du temps, vous avez même dans 99% des cas, une réglementation à laquelle vous rattachez pour justifier de cette durée de conservation. S'il n'y en a pas, il faut en trouver une qui est un petit peu approchante. Et au pire, s'il n'y en a pas, il faut en définir une et la justifier, tout simplement. Il y a des référentiels qui devraient paraître incessamment sous peu. Un sur les pharmacies d'officine, un sur les opticiens lunetiers et les audioprothésistes. Alors, plus spécifiquement dans le secteur de la recherche, vous avez un guide sur les modalités de circulation du numéro de sécurité sociale, le fameux NIR, puisque le NIR est autorisé en matière de recherche. Et il y a plusieurs possibilités de traiter ce NIR, et donc ce guide explique les différentes possibilités. Il y a un guide sur les durées de conservation, mais qui concerne les traitements de données à caractère personnel en général, pas spécifiquement données de santé. Le guide du sous-traitant, et comme je vous disais tout à l'heure, le guide sécurité. Celui-là, s'il y en a un qu'il faut consulter, c'est celui-là. Alors, nos référentiels. Vous avez donc les méthodologies de référence en matière de recherche, de 1 à 6. Pour ce qui est hors secteur de la recherche, vous avez celui sur les vigilances sanitaires. Il y en a un qui est en consultation publique en ce moment sur les entrepôts de données de santé. Et vous avez celui sur les ATU-RTU, donc autorisation temporaire d'utilisation et recommandation temporaire d'utilisation, qui est en vigueur, mais qui va être modifié incessamment sous peu. Et à venir aussi, mise à jour des méthodologies de référence, la 2, la 5 et la 6. Et bien sûr, si vous ne trouvez pas de réponse sur notre site internet ou si la rubrique besoin d'aide ou le mail que vous avez envoyé, vous ne trouvez toujours pas votre réponse, vous avez les permanences juridiques, donc au téléphone. Et bien sûr, si vous avez un délégué à la protection des données, c'est auprès de lui qu'il faut d'abord obtenir la réponse à votre question ou demander à ce délégué de contacter le service dédié des délégués à la protection des données. Je regarde si on peut répondre aux questions en même temps. Alors, vous me dites si vous voulez que je lise les questions qu'il y a dans le chat. On va peut-être y répondre au fil de l'eau, Véronique. Ça te convient? Oui. Alors, on avait une question sur les moyens existants pour connaître l'exactitude des mises à jour des données. Donc, effectivement, dans le RGPD, il est prévu que le responsable de traitement doit prendre toutes les mesures raisonnables pour garantir que les données à caractère personnel qui sont inexactes sont rectifiées ou supprimées. Après, ce principe d'exactitude rejoint aussi le droit de rectification dont disposent les personnes concernées. C'est-à-dire que quand les personnes concernées se rendent compte qu'un responsable de traitement a collecté des informations inexactes ou incomplètes qui les concernent, elles peuvent faire exercice de ce droit de rectification. Ensuite, on avait une question sur les informations pour l'identitovigilance d'un patient entrent-elles dans l'exception de la section 3.
Alors tout dépend encore une fois de la finalité de cette collecte. Si la finalité de cette collecte est la prise en charge des patients, pour moi, il n'y a pas besoin de réaliser de formalité vis-à-vis de la CNIL. Véronique, je ne sais pas si tu veux compléter sur ce point. Oui, je pense que c'est ça. Si bracelet avec nom, prénom, sexe, date de naissance, oui, en fait, si c'est pour s'assurer qu'on donne le bon traitement au bon patient, et c'est effectivement, ça rentre dans le cadre de la prise en charge, donc pas de demande d'autorisation. Ensuite, on avait des questions un petit peu plus techniques auxquelles on va essayer de répondre, mais malheureusement, nous sommes rattachés au pôle juridique. Donc, lorsque nous avons des questions techniques, généralement, elles sont traitées par notre service de l'expertise technologique. Donc, on a une question sur l'anonymisation. Dans l'hypothèse où l'hébergeur en question ne stocke strictement aucune information d'identité liée au numéro informatique auquel sont reliées les données, est-ce que c'est une donnée anonyme ou pseudonymisée? Alors, je pense que dès lors que les 3 critères du G29 ne sont pas remplis, vous devez procéder à une analyse de risque de réidentification, et c'est uniquement au terme de cette analyse que vous pourrez conclure que vos données sont anonymes. Mais après, le fait de stocker séparément une table de correspondance ne rend pas la base de données anonyme. Véronique, je ne sais pas si tu veux compléter là-dessus. Excuse-moi, j'étais en train de regarder. En fait, on est d'accord que les questions, elles sont dans l'onglet questions, et il y en avait aussi dans l'onglet chat. Ou est-ce que ce sont les mêmes? Moi, j'ai pris... Non, c'est celles qui sont dans l'onglet questions. Dans l'onglet questions. Ah, parce que j'étais dans l'onglet chat et du coup, je comprenais. Ok, d'accord. Donc, oui, Alors, sur la identité question en de... vigilance. Je pense que qu'on peut vraiment uniquement se référer aux critères du G29 sur ce point, et vraiment bien avoir en tête que c'est pas parce que la table de correspondance est stockée ailleurs que la base de données répond aux critères du G29 et qu'on peut considérer qu'elle est anonymisée. Ensuite, on avait une question sur le référentiel entrepôt de données de santé. Est-ce qu'il s'applique aux données de recherche? Alors, il faut vraiment opérer une distinction entre la constitution d'entrepôts de données de santé à des fins de recherche, qui constitue un traitement à part entière, et les traitements ultérieurs qui sont réalisés à partir de cet entrepôt pour réaliser des recherches. C'est-à-dire que dès lors que vous réutilisez les données d'un entrepôt pour réaliser un projet de recherche, vous devez réaliser une formalité ad hoc vis-à-vis de la CNIL, c'est-à-dire soit la plupart du temps, soit une déclaration de conformité à la méthodologie de référence 004, soit déposer une demande d'autorisation auprès de la CNIL. Donc, il faut vraiment faire une distinction entre le traitement à des fins de constitution de l'entrepôt et les traitements ultérieurs à des fins de recherche qui obéissent à des formalités distinctes. Donc, c'est-à-dire que le référentiel entrepôt ne s'appliquera qu'à la constitution de la base de données de santé et pas au traitement ultérieur. Ensuite, on a une question un peu technique. Malheureusement, je pense qu'on ne va pas pouvoir y répondre. Sur l'effacement des données de santé stockées et anonymisées, alors a priori, oui, il faut documenter en interne. Lorsque, par exemple, une personne exerce son droit à l'effacement et que vous décidez de faire droit à cette demande, bien entendu, il faudra documenter en interne que vous y avez procédé conformément au droit applicable. Et même chose, si vous mettez en œuvre une procédure d'anonymisation des données, il faudra documenter en interne que vous avez bien respecté les critères du G29 et que vous avez, le cas échéant, procédé à une analyse de risque de réidentification. Véronique, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Non, je regarde.
Guide pour les fabricants de dispositifs médicaux, pas à ma connaissance. C'est pas, voilà, c'est pas prévu, mais ceci étant dit, s'il y a des demandes, voilà, pourquoi pas. Mais a priori, non, en tout cas, c'est pas à l'ordre du jour. Dans le cas de la santé psychique, à partir de quel âge l'adolescent a contrôle total de ses données? Alors, on a des dispositions dans le Code de la santé publique, mais qui sont plutôt relatives aux soins. Et notamment le cas où les mineurs peuvent s'opposer à ce que leurs parents soient informés. Mais c'est vraiment des cas qui sont très spécifiques et de mémoire qui sont encadrés aux articles L1111-5 du Code de la santé publique et L1111-5-1. C'est vraiment des cas spécifiques où il est possible de soigner, entre guillemets, le mineur sans information préalable du titulaire de l'autorité parentale parce que le mineur s'oppose à ce que ses parents soient informés. Mais effectivement, c'est global. Sectorielles, c'est pas vraiment spécifique à la santé psychique. Enfin oui, c'est pas, d'une part, c'est pas spécifique à la santé psychique et c'est pas non plus spécifique à la loi informatique et liberté. C'est vraiment des dispositions prévues dans le Code de la santé publique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? L 1111-5. Ça écrit. Je refais défiler pour être sûr qu'on a. Alors, pour répondre à la question sur l'exploitation des données de santé par une entreprise privée, alors il n'y a pas de distinction qui est opérée dans le RGPD entre le statut public ou privé du responsable de traitement. C'est-à-dire que les responsables de traitement peuvent mobiliser les exceptions au traitement des données de santé indépendamment de leur nature publique ou privée. Donc, un organisme privé peut très bien mobiliser le consentement pour traiter des données de santé, mais il n'est pas forcément obligé de mobiliser cette exception. Il pourrait très bien aussi mobiliser, par exemple, la recherche scientifique, c'est-à-dire un industriel de santé qui souhaiterait mener un projet de recherche dans le domaine de la santé. L'exception pour traiter les données de santé, ça va être plutôt le 9.2J, donc à savoir la recherche scientifique. Alors, sur le support de la présentation, je subodore qu'il vous sera transmis par les organisateurs. Sur le guide opticien lunetier, je pense que je vais laisser la parole à Véronique sur ce point. Alors, celui-ci, on va se pencher dessus après la publication dessus sur les entrepôts. Donc, on va dire courant 2022, parce que là, je pense que celui sur les entrepôts, pas avant la rentrée. Et ensuite, de toute façon, il y aura sans doute une consultation. Donc, le temps de la consultation, de la rédaction, courant 2022. Mais quand exactement, je ne pourrais pas vous dire. Alors, sur la distinction entre constitution d'un entrepôt de données de santé et la réutilisation des données contenues dans cet entrepôt,
Alors effectivement, comme vous le soulignez, c'est le même système informatique, mais c'est un traitement distinct. C'est-à-dire que dans le premier cas, la finalité poursuivie, c'est de constituer un entrepôt de données de santé. Donc, c'est mettre en commun un certain nombre, par exemple, de dossiers médicaux pour ensuite faire de la recherche ultérieure. Donc ça, c'est un traitement de données à part entière qu'il convient de distinguer de la réutilisation des données contenues dans l'entrepôt qui, là, obéissent, par exemple, je ne sais pas, vous voulez réutiliser les données d'un entrepôt de données de santé, par exemple l'entrepôt de la PHP pour faire une recherche sur le lupus en dialyse, bah, dans ce cas-là, ce traitement sera distinct du traitement qui avait visé à constituer l'entrepôt de données de santé. Et ce traitement aura pour finalité l'étude, par exemple, du lupus en dialyse. Et pour parvenir à cet objectif, dans ce cas-là, vous allez traiter certaines données qui sont issues de l'entrepôt, mais pas toutes les données. Donc, c'est vraiment un traitement distinct, même si effectivement l'infrastructure technique est la même. Mais la finalité poursuivie n'est pas la même. La nature des données n'est pas forcément non plus la même parce que lorsque vous réalisez un projet de recherche à partir des données d'un entrepôt, vous allez vous recentrer recentrer votre recherche et requêter uniquement et traiter les données des dossiers médicaux qu'en fonction des critères d'inclusion. Donc effectivement, on est sur un traitement distinct. Alors non, la réglementation entrepôt de données de santé ne s'applique pas à un système informatique, elle s'applique à un traitement de données de santé. Après, si ce sont les aspects techniques des entrepôts de données de santé qui vous intéressent, ces aspects seront traités dans le référentiel entrepôt. Le référentiel entrepôt, il est toujours, enfin, il est sur notre site internet. Vous pouvez tout à fait le consulter. Et sur la fin du référentiel, il y a un tableau, enfin, une liste de critères de sécurité qui doivent être mis en œuvre. Ah, là, on est sur autre chose. Le devoir d'information est-il le pendant au recueil du consentement? Alors effectivement, en droit, le consentement de la personne concernée doit toujours être libre et éclairé. Et éclairé par quoi? Par l'information. C'est-à-dire qu'on ne peut pas recueillir le consentement d'une personne sans l'avoir informée préalablement. Il y avait une question aussi sur les modalités du consentement. Donc ça peut être un consentement. Le consentement peut être basiquement une signature sur un papier. Ça peut être aussi un consentement dématérialisé. Je pense que c'était la question. Est-ce qu'il y a plusieurs modalités possibles de recueil du consentement? Et puis tout dépend aussi du consentement dont on parle. C'est-à-dire que ça peut être le consentement dans certains cas dans le cadre du soin. Ça peut être le consentement dans certains cas dans le cadre de projets de recherche, notamment dans le cadre de recherche impliquant la personne humaine où le Code de la santé publique impose pour les recherches interventionnelles le recueil d'un consentement qui est écrit pour les recherches interventionnelles de catégorie 1 et express pour les recherches interventionnelles de catégorie 2. Donc là, c'est un consentement en vue de la participation à la recherche qu'il faut distinguer du consentement au traitement des données de santé. Donc déjà, il faut vraiment bien avoir en tête de quel consentement on parle. Et ensuite, effectivement, le consentement, si c'est le consentement au sens RGPD, effectivement, il peut être recueilli par écrit ou de façon dématérialisée, par exemple. Mais sur ce point, il y a des lignes directrices sur le consentement. Et effectivement, comme c'est souligné dans le chat, le consentement doit être renouvelé à intervalles réguliers.
Alors, est-ce qu'il y aurait un modèle d'architecture technique pour des projets informatiques utilisant des données de santé? Il n'y aura pas de modèle d'architecture technique parce que à chaque traitement de données, une architecture technique possible. Il n'y aura pas de modèle. À intervalles réguliers, je suppose que c'était par rapport au consentement. Oui. Pour répondre à la question. Je vous ai mis le lien d'une fiche disponible sur notre site sur le recueil du consentement qui, je pense, vous éclairera. Je pense qu'on a fait le tour un peu des questions qu'il y avait dans le chat. Il est midi, on arrive au bout de notre créneau. Donc, merci beaucoup à vous deux pour ce webinaire. Merci aux participants d'avoir été avec nous et merci pour vos questions. Vous allez recevoir d'ici quelques minutes le replay par mail et puis les équipes Genius qui ont organisé ce webinaire vous enverront également le support. Voilà, Manon, Véronique, merci beaucoup et puis à très bientôt. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.